mode de fonctionnement pour demain. Et forcément, le risque cybersécurité, même s'il existe toujours et il va être abordé largement ce matin, il prend une importance et le risque augmente en particulier avec les pratiques aujourd'hui qui sont liées au télétravail. Donc, du coup, nous avons aujourd'hui, comme d'habitude, un expert expérimenté et reconnu aujourd'hui avec nous dans le domaine de la cybersécurité. Et l'objectif, ça va être de partager avec vous. On va avoir des moments de possibilités d'échange. Donc, n'hésitez pas à intervenir et à poser vos questions. Et on va essayer de faire que ce moment de partage sur la cybersécurité soit le plus pratique, le plus concret, puisque effectivement, le plus pragmatique, puisque effectivement cette présentation sera basée notamment beaucoup au travers de situations concrètes que vous pouvez être amené à rencontrer. Voilà, donc je vais avant de laisser la parole à Cédric Pradel, Razan, tu vas rappeler comment on peut poser des questions et intervenir. Et sinon, je vais laisser ensuite Cédric Pradel, donc notre expert du jour, se présenter et animer ce webinaire. Merci à vous d'être là avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Anna Razan, je suis l'administratrice du MAS Antilles-Guyane en Guadeloupe. Donc effectivement, comme l'a dit Monsieur Catoir, donc le président du COPIL, pour ceux qui se sont connectés entre-temps, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Pour ceux par exemple qui n'ont pas de micro ou qui ne peuvent pas poser de questions, il y a le chat. Et si vraiment vous n'y arrivez pas, vous pouvez m'envoyer vos questions par mail, puisque vous avez tous mon mail, et je les poserai pour vous. Donc, juste pour vous avertir, on va couper tous les micros. Donc, également, si vous souhaitez en parler, si vous souhaitez vous manifester ou poser des questions, vous pouvez lever votre main. Donc, voilà. Je laisse la parole à Monsieur Pradel. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, dans le cadre de l'objectif effectivement de cet échange d'aujourd'hui, puisque l'objectif c'est vraiment un échange, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas hésiter à poser des questions. Je vais indiquer un petit peu la façon de le faire pour qu'on puisse garder une certaine fluidité et surtout respecter les délais, puisque nous avons tous des agendas bien chargés, je suppose. Donc, l'objectif de cet échange, il va porter sur les bonnes pratiques liées à la cybersécurité. Comme effectivement, il a déjà été introduit, les questions de cybersécurité, maintenant, je pense que sur nos territoires, on peut enfin en parler sereinement et objectivement, dans le sens où maintenant, rares sont les personnes à s'imaginer encore que l'on est à l'abri parce que l'on est sur un territoire où on est tout simplement en situation d'insularité. Donc, à cette question-là, si les questions peuvent encore se poser, l'actualité récente nous prouve en tout cas que nos territoires sont pleinement concernés par ce nouveau fléau qui sont les cyberattaques. Je vais tout de même me présenter très succinctement. Ça fait 17 ans que je travaille sur le sujet, ça fait 4 ans seulement que je suis en Guadeloupe. J'ai un certain nombre de certifications, j'ai surtout en fait une carrière dans les armées, un peu plus de 10 ans, dans différentes armes. Ensuite, j'ai également exercé pour le groupe Carrefour en tant que RSSI senior du groupe, ce qui m'a permis de travailler aussi bien sur des problématiques liées au risque d'échange, de négociation en bourse, sécurisation de stations-service, puisqu'il y a également de la fraude et de la vol de carburant dans les stations-service, sécurisation de sites e-commerce avec plus de 11 millions de clients. Et je donne également des cours dans différentes écoles, aussi bien des écoles d'informatique et plus précisément des écoles spécialisées en sécurité, que dans des écoles destinées à des profils plutôt sciences politiques et écoles de commerce, qui est l'école de guerre économique. Et enfin, en étant en Guadeloupe, j'ai conservé une seule intervention. C'est une intervention que je fais chaque année pour l'ONU, pour l'organisme maritime international, où je forme justement des dirigeants d'infrastructures navales et portuaires et maritimes aux questions de cybersécurité. Et enfin, en Guadeloupe, j'ai participé à la création du CLUSIR Caraïbes, qui est une association qui va sensibiliser, qui va promouvoir justement ces enjeux de sécurité. Et maintenant, mon activité se porte essentiellement sur KBL Partners, un cabinet de conseil spécialisé en sécurité qui agit en Guadeloupe.
Je suis également, depuis la fin de l'année dernière, je suis également administrateur de l'Institut national pour la cybersécurité et la résilience des territoires et délégué permanent pour les départements français d'Amérique. L'avantage, c'est simplement ça ouvre encore des portes pour échanger aussi bien avec les services du Premier ministre, le ministère de l'Outre-mer et les différents secrétariats. Et pour nos territoires, l'objectif, c'est de gagner en visibilité. L'approche que nous avons à avoir au cours de cet échange, ça va être simplement des fiches thématiques. Et chacune de ces fiches va être basée tout simplement sur un événement réel, bien sûr, qui a eu lieu sur nos territoires. Je parle volontairement de nos territoires puisque je ne m'astreins pas aux événements de cybersécurité qui ont eu lieu en Guadeloupe, mais ça va être, parmi les exemples que j'ai pris, c'est Guadeloupe et Martinique. Je ne cite pas le nom des entreprises, mais vu qu'il y en a certains qui ont fait l'objet d'une couverture médiatique, vous pourrez par moment en identifier quelques-uns. Donc, 6 thématiques, la messagerie électronique, la sécurité des accès réseau, l'obsolescence informatique, maîtrise des prestataires, smartphone et usage des moyens personnels, et enfin le phishing et hameçonnage. Il n'y a pas de souci si, notamment phishing et hameçonnage, ce sont des termes très techniques et spécialistes. Je reviendrai dessus au cours de cette fiche. Donc pour la première fiche, concernant la messagerie électronique. Donc ça, c'est un événement qui date de 2019. Donc une société guadeloupéenne perd l'accès à ses réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, et à leur espace de stockage dans le cloud. Ils avaient tout simplement une offre de type Microsoft que certains d'entre vous peuvent avoir, encadrée notamment par Office 365. Donc après le piratage de leur boîte mail, c'était une boîte mail Gmail, de type Gmail surtout particulier, ça c'est un point important, donc ça veut dire que cette boîte était couverte par des conditions générales d'utilisation pour particuliers. La société perd l'accès à ses réseaux sociaux. Cela fait suite au licenciement d'un salarié. Quelles sont les conséquences? Le piratage a engendré, premièrement, la perte de réputation avec la diffusion d'images que la morale réprouve sur les réseaux et également le verrouillage, puisque dès lors qu'il y a des images qui sont considérées comme incorrectes par Facebook, Twitter ou Instagram, votre compte peut être simplement verrouillé. Donc perte de réputation. Deuxième point, donc fermeture des comptes. Le souci de la structure, c'est que cette structure-là avait déjà investi environ 10 000 € en communication, marketing, sur ces différents réseaux sociaux. Perte de données également sur l'espace cloud, puisque c'est grâce à cet espace cloud qu'il gérait le travail collaboratif, l'échange de fichiers entre les collaborateurs. Donc perte de données. Frais judiciaires et frais d'investigation technique, puisque lorsqu'ils ont commencé effectivement à suspecter un ancien salarié, il fallait réunir un certain nombre de preuves. Et cela, ça a engendré des coûts puisqu'il faut effectivement faire appel à des sociétés spécialisées vraiment pour ce que l'on appelle l'analyse forensique. Donc ça, c'est effectivement les premiers éléments justement qui ont les premiers effets de bord liés à ce piratage qui est très simple. C'est tout simplement le piratage d'une boîte mail, et cette boîte mail a ouvert l'accès à l'ensemble des réseaux sociaux et également des services disponibles sur Internet. Comment ils auraient pu réduire volontairement, je ne parlerai jamais d'interdire une attaque, on va surtout parler en matière de sécurité de réduire le risque. C'est comme dans n'importe quel domaine lié à la sécurité, on ne fait que réduire les risques. Donc, quelles sont les bonnes pratiques? Tout d'abord, et c'est quelque chose qui est très répandu, qui est malheureusement pas suffisamment répandu sur nos territoires, c'est déjà utiliser une messagerie professionnelle du type Gmail Pro, Office 365 ou ProtonMail. L'avantage, l'inconvénient et ce à quoi cette société a été confrontée, c'est qu'ils ne pouvaient pas prouver que la boîte mail appartenait à la société, puisque le CGU, puisque les conditions générales d'utilisation ne le prévoient pas pour une utilisation personnelle. Alors que dès lors que l'on a un contrat, que ce soit avec Gmail ou Office 365 ou ProtonMail, c'est l'entreprise qui possède
la boîte mail. Donc, même si vous perdez les accès, c'est-à-dire le mot de passe, par exemple, vous pouvez tout faire réinitialiser en justifiant tout simplement que vous êtes gérant de la structure. Deuxième point, on revient très souvent dessus, utiliser un mot de passe fort. Dans ce cadre-là, dans le cadre de cette attaque, ça n'aurait pas forcément, ça n'aurait pas empêché cette attaque, mais c'est quand même une très bonne pratique à mettre en œuvre, tout simplement parce que maintenant il existe, et je n'ai pas pu citer toutes les attaques que nous avons rencontrées, en tout cas dans notre société en Guadeloupe, mais il existe également des logiciels qui permettent de découvrir le mot de passe lorsque ce mot de passe n'est pas compliqué. En tout état de cause, il est intéressant en tout cas que le mot de passe soit doté d'une certaine complexité. En général, on parle de majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux. On parle de 12 caractères. Le minimum que l'on préconise, c'est au moins 8 caractères. 8 caractères pour les comptes utilisateurs et 12 caractères pour les comptes administrateurs, c'est-à-dire notamment pour les informaticiens. Sensibiliser son personnel sur le fait de ne pas enregistrer leur mot de passe dans les navigateurs. Enregistrer son mot de passe sur Chrome, Firefox, Safari, ça veut dire que l'application y a accès, et donc si un pirate a accès à votre ordinateur, physiquement ou à distance, il aura accès à tous vos mots de passe. Et ça, de façon très simple. Pour être simplement l'autre point, et ça, c'est quelque chose qui est très développé, de plus en plus développé, notamment dans les services bancaires, c'est renforcer l'accès à sa messagerie en activant l'authentification forte. Qu'est-ce que c'est l'authentification forte? J'ai un mot de passe, très bien, mais en plus du mot de passe, dès lors que je vais me connecter, je vais recevoir un SMS où on va me demander d'entrer un code PIN qui est généré à chaque authentification. Donc ça permet de confirmer que la personne qui essaie de se connecter est bien une personne légitime. À la limite, bien sûr, c'est que cette personne-là détienne son téléphone portable. En tout cas, ça complique la tâche de la personne qui souhaite nuire. Favoriser l'utilisation de coffre-fort de mots de passe, professionnels, je précise. Donc ça répond notamment à la question de la complexité des mots de passe. Pour différentes raisons, on retrouve souvent dans les entreprises, les différents utilisateurs vont avoir à gérer plusieurs mots de passe, que ce soit pour gérer un compte, les différentes applications. Et dès lors qu'on se trouve dans cette situation, on est confronté à gérer plusieurs mots de passe potentiellement différents. L'avantage du coffre-fort de mots de passe, c'est qu'il me permet de ne pas connaître nécessairement mon mot de passe, d'avoir des mots de passe forts et de ne pas complexifier la phase d'authentification. Là, volontairement, je suis resté sur des bonnes pratiques simples. Maintenant, ce qui se met en place également, c'est ce que l'on appelle les connexions centralisées. Très simplement, l'objectif est de faire en sorte que les salariés d'une entreprise, même s'ils ont 10 applications, c'est qu'il n'y ait qu'un seul mot de passe et un seul compte technique que vous ayez utilisé qu'un seul compte. Par exemple, que votre compte d'accès à votre ordinateur, si c'est Windows, qui puisse vous permettre de vous connecter à votre application de GED, à votre application de RH, que tout soit centralisé. Je précise bien centralisé, et ça n'a rien à voir au fait de mettre le mot de passe dans chacun de ces logiciels. Le dernier pas, mais pas des moindres, en tout état de cause, il faut changer régulièrement son mot de passe. Et surtout lors des mouvements RH. Lors de mouvements RH, que ce soit des changements de fonction ou lorsqu'un collaborateur quitte l'entreprise, il est essentiel simplement de désactiver au minimum le compte de cette personne-là et de changer les mots de passe. Ça va vraiment être essentiel. Si on veut parfaire effectivement les bonnes pratiques, c'est tout simplement de faire une revue des accès aux différents logiciels qui peuvent exister dans la société. Ce que je vous propose, c'est qu'à l'issue de chaque fiche, vous puissiez poser des questions, si vous en avez, sur la thématique abordée.
Alors, il y a une question qui est arrivée, je crois, dans la messagerie. Oui, effectivement. Savoir si ça ne concernait que les logiciels internes. Non, du tout. Ça concerne aussi bien les logiciels qui sont hébergés en interne que ceux qui sont hébergés chez l'éditeur. Justement, ça peut être dans les cahiers des charges, ce sont des choses qu'il faut intégrer très clairement. Si je devais ajouter également à cela, par rapport à ce qui est arrivé à cette société guadeloupéenne, qui travaille pourtant dans les technologies de l'information, ce qui est important, c'est également d'enregistrer toutes les connexions qu'il y a sur nos applications. Donc, dès lors que l'on va souscrire à un service, il va être important que dans ce qui est proposé par l'éditeur, qu'il propose simplement ce qu'on appelle les logs, c'est-à-dire d'enregistrer tout simplement toutes les connexions et ce qui se passe par rapport à l'utilisation de sa solution. On a une question. Oui. Ouais, je pense que c'est clair. On avait une question aussi fréquente là, sur l'utilisation des mots de passe, par exemple, qui sont proposés sur les iPhones. On a beaucoup de collaborateurs là, qui enregistrent des mots de passe dans l'iPhone, dans le coffre-fort. Je pense que c'est sans doute celui qui est le plus utilisé. Moi, j'ai vu différentes choses, différents avis sur la thématique. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Parce que c'est vrai que l'iPhone est souvent un outil professionnel et qu'il est pas mal utilisé dans ce sens-là. C'est pas tout à fait l'application de coffre-fort professionnel que vous évoquiez tout à l'heure. L'inconvénient de l'iPhone, alors, je passais déjà par l'avantage de l'iPhone. L'avantage d'utiliser ce coffre-fort de l'iPhone, c'est tout d'abord, l'utilisateur a possibilité de se retourner et de récupérer son mot de passe, même s'il perd son téléphone, puisque c'est centralisé dans l'iCloud. Donc ça, c'est un côté positif. Côté négatif, par contre, c'est pour l'employeur, pour la société. Parce que ça veut dire que si demain, il y a une crise ou autre et que vous avez que votre collaborateur qui a accès donc à son téléphone, vous n'avez plus accès à la messagerie. Je parle notamment, par exemple, dans le cas que j'évoque là, l'employeur ne maîtrise pas en fait l'environnement du coffre-fort. Tandis que si vous avez un système de coffre-fort professionnel, même si le collaborateur quitte, perd son téléphone, perd son compte, perd ses accès à son compte iCloud, vous maîtrisez le coffre-fort et vous avez la possibilité de vous retourner. Et c'est essentiellement ça, dès lors que l'on va passer sur une solution professionnelle ou une solution particulière. Typiquement, au sein de ma structure, nous utilisons une autre solution, une solution de coffre-fort qui s'appelle Dashlane. Et cette solution est une solution, c'était à la base une solution française, mais qui a été rachetée par des fonds américains. Et ça permet tout simplement aux collaborateurs de disposer de leur mot de passe de façon sécurisée. Et quand je parle sécurisé, c'est qu'on a un petit peu creusé sur le sujet. Et surtout, ils peuvent disposer de leur mot de passe sur n'importe quelle plateforme. Et également partager leur mot de passe, certains mots de passe avec des collaborateurs, sans que les collaborateurs aient accès au mot de passe. Un dernier conseil également, c'est justement sur la conception du mot de passe. Vous le verrez peut-être mieux lorsque vous aurez les fiches. Mais en fait, il existe deux méthodes très simples en fait pour créer son mot de passe et surtout pour s'en souvenir. L'idée, par exemple, c'est la méthode phonétique où on prend une phrase complètement anodine et on va prendre une lettre ou un chiffre de chaque mot de cette phrase-là. Donc, j'ai acheté, ou bien simplement, on va traduire plutôt là, dans ce cas-là, on va traduire cette phrase-là en phonétique. J'ai acheté 5 CD pour 100 €. Ben, ça fait j'ai acheté 5 CD S pour 100 E 7 AM. C'est déjà un peu plus compliqué. Mais l'autre méthode, c'est simplement également d'avoir une phrase. C'est cette méthode-là que j'allais indiquer dans un premier temps. Et de prendre simplement les premières lettres de chaque phrase. Si on a une phrase que l'on apprécie particulièrement, on peut simplement la prendre. Allons enfants de la patrie, on prend chaque première lettre de la phrase. Pour le complexifier, on peut simplement ajouter à la place des A, des arrobas, et ainsi de suite. Donc ça, c'est des méthodes relativement simples.
Celles auxquelles il faut faire attention, c'est celles qui sont constituées qui s'appuient uniquement, par exemple, sur le clavier et avoir un dessin sur votre clavier que vous suivez et vous tapez votre mot de passe. Le problème, c'est que si vous vous retrouvez face à un clavier US, eh ben, les touches n'étant pas au même endroit, ce sera beaucoup plus compliqué pour se connecter. Seconde fiche. Sécurité des accès au réseau et à Internet. Donc là, c'est un groupe martiniquais qui est présent en Guadeloupe et également en Guyane, Saint-Martin également, est victime d'une intrusion sur leur réseau. Cette intrusion conduit à la perte de l'ensemble des données et des sauvegardes associées surtout. Ça veut dire qu'ils n'ont vraiment plus rien. Ils ont réussi à récupérer, grâce à une sauvegarde qui n'était pas corrompue, ils ont réussi à récupérer 50 données, mais n'ont pas récupéré parmi les 50 données les deux dernières années. Le réseau de l'entreprise est directement relié à Internet et ne dispose d'aucun moyen de contrôle ou de cloisonnement. Ça veut dire, en synthèse, que le réseau de l'entreprise, en matière de sécurité, il est aussi sécurisé que votre réseau, que votre accès à l'Internet depuis chez vous, depuis un particulier. Conséquence, perte des données et des sauvegardes associées, ça je l'avais déjà indiqué. Interruption des activités de la société. Part de virement des salaires des employés. Difficulté de bénéficier des garanties liées à leur contrat de cyberassurance. La cyberassurance, ça ne fonctionne pas, ça reste de toute façon comme une assurance, entre guillemets, je vais faire le parallèle aux assurances d'habitation. Ça nécessite d'avoir un minimum de choses mises en place pour pouvoir bénéficier de son assurance. À savoir qu'également au niveau national et même au niveau européen, réfléchissent à interdire aux assurances de rembourser ou de compenser en tout cas le paiement des rançons. Et enfin, perte de clientèle et de chiffre d'affaires. Très clairement, ça a impacté leur chiffre d'affaires puisque tout ce qui était une négociation en cours, ils ont tout perdu. Et ils ont perdu également tout leur fichier de prospection. Pour éviter cela, la première chose que l'on peut faire pour sécuriser son réseau, ça paraît simple, mais c'est déjà si on a du Wi-Fi, là c'est technique, mais c'est que le protocole, c'est-à-dire que le mot de passe que vous allez, la fameuse clé que l'on rentre, c'est qu'elle repose sur une technologie qui est particulière, qu'on appelle le WPA2. Cette technologie maintenant est même peut-être dépassée pour une entreprise, puisque par rapport au mot de passe que j'ai indiqué tout à l'heure, on peut également faire en sorte que la clé pour se connecter au Wi-Fi soit par exemple votre login mot de passe. L'avantage qu'il y a à cela, c'est que dès lors que vous vous connectez avec votre login mot de passe, si votre salarié part, eh ben, ça vous permet de couper également les accès au réseau. L'avantage également de se connecter de cette façon-là, ça permet également d'éviter que n'importe qui, un prestataire, puisse se connecter ou qu'on puisse également échanger l'accès Wi-Fi à un client qui peut visiter le site. Je sais que personnellement, je suis déjà intervenu dans une société de recouvrement qui s'est trouvé à perdre beaucoup de données. Et on a découvert, suite aux investigations, que c'était tout simplement lié à leur accès Internet, qui était utilisé par une société qui était dans le même bâtiment. Cette société a été piratée et le virus s'est propagé également dans la société de recouvrement. Modifier les identifiants de connexion par défaut au Wi-Fi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. C'est dès lors que vous avez un produit informatique, je modifie tout ce qui est identifiant, couple, identifiant mot de passe, utilisé par défaut. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on les trouve également disponibles sur Internet. Activer les fonctions de pare-feu et de proxy à la box Internet. Pare-feu, c'est simplement ce qui va
qui va filtrer ce qui a droit d'entrer et sortir de votre réseau. Et le proxy, ça vous permet de savoir qui fait quoi depuis votre réseau Internet. C'est notamment une obligation légale puisque les forces de l'ordre peuvent également vous demander des comptes sur ce qui a été fait depuis votre réseau Internet. Désactiver les fonctions Wi-Fi lorsqu'elles ne sont pas utilisées. C'est dommage effectivement de laisser une porte ouverte avec du Wi-Fi alors que vous ne l'utilisez pas. Ne pas utiliser le Wi-Fi public, ça paraît effectivement évident. Et ne pas partager votre connexion avec des tiers. Dans le cadre de cette structure-là, qui paraît également essentielle, c'est de déployer tout simplement des outils tels que des antivirus et les outils et l'ensemble des outils tout simplement qui permettent de détecter une intrusion. Y a-t-il des questions sur cette partie réseau accès, même si j'ai bien conscience qu'elle est un peu plus technique que les autres. Ce que l'on entend par cloisonnement, c'est simplement faire en sorte d'avoir, il est possible tout simplement de dédier son réseau en fonction des sensibilités qu'il peut y avoir et des besoins qu'il peut y avoir. Si par exemple vous avez un cabinet d'expertise et que vous savez que pour certaines activités, des ordinateurs n'ont pas besoin d'avoir accès à Internet, et bien c'est simple, vous les déconnectez d'Internet, mais vous leur permettez de pouvoir échanger avec les autres ordinateurs du réseau. C'est simplement de cloisonner. Si on doit faire encore l'analogie avec un bâtiment ou avec une entreprise, simplement je fais des salles qui peuvent être étanches et j'organise par bulle ou par bloc mon réseau informatique. Je crois qu'il y a quelqu'un qui essaie de parler. Il y a une question, je ne sais pas si vous le voyez, c'est sur est-ce que les bonnes pratiques ne concernent que le Wi-Fi? Non, du tout. Non, du tout. Les bonnes pratiques, en fait, là, c'est vraiment les pratiques de base. Maintenant, en fait, pour le réseau filaire, il existe en fait l'une des problématiques du réseau, c'est de pouvoir s'assurer que ce soit du filaire ou du Wi-Fi, l'objectif, c'est simplement de pouvoir s'assurer que celui qui se connecte sur mon réseau est bien légitime. Parce que qu'est-ce qui m'empêche de venir dans une entreprise et de me connecter avec une prise Ethernet? Donc, il existe des technologies qui permettent tout simplement, si vous voulez, d'installer une sorte de carte d'identité, un certificat sur les ordinateurs, et ça permet tout simplement de garantir que l'ordinateur qui se connecte est bien autorisé. Donc, c'est quelque chose qui s'applique aussi bien au réseau physique qu'au réseau, aux connexions physiques qu'aux connexions sans fil. Mais ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel parce que c'est quelque chose que l'on rencontre peu, même ça commence effectivement à se déployer. Et ce qui va être effectivement ensuite très important également, c'est par rapport au point 3 des bonnes pratiques, c'est-à-dire activer les fonctions par feu et proxy, c'est d'enregistrer tout ce qui se passe sur votre réseau. Ce sont des fonctionnalités, généralement, c'est juste un clic à faire, mais ça permet simplement d'avoir des preuves de ce qui se passe. Parce que si vous êtes victime à un moment d'un piratage, lorsque vous ferez appel à une société spécialisée, cette dernière vous demandera tout simplement ce qu'on appelle les traces, les logs, les journaux d'événements, pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé. Parce qu'il faut savoir que, notamment dans ce cadre-là, dans le cadre d'une attaque d'un réseau informatique, la première chose que fait un attaquant lorsqu'il arrive à rentrer sur un réseau, c'est qu'il se crée ce qu'on appelle une porte dérobée. Simplement, si vous arrivez à le mettre dehors, il se crée une porte pour pouvoir revenir sur votre réseau lorsqu'il en aura besoin. Et s'il n'y a pas ces traces, il n'y a aucun moyen de pouvoir analyser ce qu'il s'est passé et ce qui se passe. Et enfin, pour terminer, la question de la cyberassurance. On entend de plus en plus parler de la cyberassurance. C'est un outil, à mon sens, en matière de sécurité. C'est une mesure de protection comme une autre, mais qui doit nécessairement être couplée
avec une dynamique globale en fait de sécurité. Et j'ai répondu à la question posée. Monsieur Gautin. Je poursuis. Oui. Sinon, n'hésitez pas, si jamais vous avez besoin de plus d'éléments ou de plus de clarifications, n'hésitez pas à poser des questions. On est vraiment là pour prendre le temps de rentrer un peu plus dans le détail si vous en avez besoin. Hein. Il y a une autre question de Monsieur Gautin. Oui, je viens de voir effectivement. L'accès à TeamViewer, honnêtement, TeamViewer, en fait, il faut partir du principe TeamViewer pour ceux qui ne savent pas forcément. TeamViewer, c'est une application qui permet de prendre le contrôle en fait de l'ordinateur, pas pour nécessairement de raisons malveillantes, mais ça permet de prendre le contrôle d'un ordinateur pour faire une intervention technique, sans se déplacer. Ce qu'il faut savoir, c'est dès lors en fait que vous avez une solution qui vous permet de prendre le contrôle à distance, si vous pouvez le faire, nécessairement quelqu'un d'autre peut le faire. Donc TeamViewer nécessite forcément une sécurisation. Il faut enregistrer tout ce qui est réalisé par TeamViewer. Ensuite, ce qui est fondamental avec TeamViewer, c'est d'interdire le fait que TeamViewer puisse s'activer sans l'autorisation de l'utilisateur de l'ordinateur. C'est-à-dire que l'on peut voir effectivement certaines pratiques où l'équipe informatique, pendant que les personnes vont déjeuner, se connectent à leur ordinateur via TeamViewer, font des mises à jour, et comme ça, c'est transparent pour l'utilisateur. Le problème qu'il y a dans ce cas-là, c'est que ça veut dire que si un pirate prend le contrôle de la machine, il pourra faire exactement la même chose. Ça, c'est le côté malveillant. Deuxième inconvénient, et ça c'est déjà arrivé également, c'est des services informatiques qui vont prendre le contrôle de l'ordinateur pour faire une mise à jour, sans consulter l'utilisateur, sauf que l'utilisateur était en train de travailler, avait un dossier ouvert à ce moment-là, et à ce moment-là, on s'est retrouvé avec des pertes de documents. Donc TeamViewer nécessite, oui, d'être sécurisé, que ce soit par les mots de passe et que ce soit surtout par les accès au réseau. Donc, par exemple, pour TeamViewer, ce que l'on peut faire lorsque l'on a ce qu'on appelle le fameux firewall, le firewall, c'est un mur, en fait, c'est une porte d'entrée qui va filtrer. Et donc, on peut tout simplement activer au cas par cas ou à la demande la porte d'entrée que va utiliser TeamViewer. Si je sais typiquement que mon prestataire informatique ne va pas intervenir le week-end, il n'y a aucune raison que la porte TeamViewer soit ouverte. Ça paraît évident, mais ce n'est absolument pas nécessairement ce qui est mis en œuvre, qui est généralement mis en œuvre. Très bien. Je vais passer à la troisième fiche, mais qui est vraiment essentielle à nouveau. C'est simplement la lutte contre l'obsolescence. La lutte contre l'obsolescence, donc, c'est la question liée aux mises à jour. Beaucoup de personnes, et j'en entends même dans mon entourage proche, refusent de faire les mises à jour, tout simplement parce qu'ils considèrent que, ça ralentit leur ordinateur, ça dégrade le fonctionnement de l'ordinateur, ou tout simplement parce que ça leur fait perdre du temps. Le problème, c'est que dans les mises à jour arrivent énormément de mises à jour de sécurité, et beaucoup de mises à jour de sécurité sont mises en œuvre, tout simplement parce qu'elles ont été identifiées au niveau mondial et communiquées au niveau mondial. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'au niveau mondial, il existe des centres de documentation, si vous voulez, qui recensent toutes les vulnérabilités des systèmes d'information. C'est ce qui fait que justement, une personne qui n'est pas nécessairement experte peut pénétrer un système tout simplement en allant voir, je sais par exemple que vous utilisez TeamViewer, et je vais chercher dans cette base-là quelles sont les vulnérabilités connues sur TeamViewer et quels sont les outils qui ont été fabriqués pour cela. Et là, un enfant de 10 ans, 12 ans peut effectivement réaliser une attaque. En tout état de cause, l'exemple que je vais prendre là est un exemple je ne vais pas faire plus de commentaires. Donc, c'est un exemple qui date de 2019. Donc, une société guadeloupéenne intervenant dans le domaine de la santé a perdu 80% des données de santé de ses clients suite à l'intrusion de son réseau par une personne malveillante. L'attaquant s'est appuyé sur une faille de sécurité non corrigée par l'organisme.
Les conséquences, perte de données de santé et des sauvegardes associées. Interruption des activités. Perte de réputation. Licenciement du responsable de la structure. J'ai mis Guadeloupe, pardon, ce n'est pas Guadeloupe, c'est une structure qui est sur Guadeloupe, Martinique, Guyane, excusez-moi. Et le dernier point, eh ben, donc perte de partenaires sensibles et également investigation des autorités de contrôle. Cette structure a eu droit à une investigation de l'ARS et également de la CNIL. Par rapport à ce type d'événement, c'est extrêmement regrettable parce que ça se corrige plutôt facilement. Du moins, on peut prévenir relativement facilement. La première chose, c'est déjà de configurer vos logiciels pour que les mises à jour de sécurité s'installent automatiquement. Alors ça, c'est une bonne pratique sur lequel il faut tout de même prendre une mise en garde. Lorsque vous faites une mise à jour, il peut y avoir des effets de bord. C'est-à-dire qu'en faisant une mise à jour, vous pouvez avoir d'autres logiciels qui vont ne pas fonctionner. Donc, ce qui va être important, et je vais revenir dessus, c'est lorsqu'on fait une mise à jour, c'est de tester la mise à jour. Utilisez exclusivement les sites Internet officiels des éditeurs. Je ne sais pas si ça paraît évident, mais en tout cas, ça doit être plus qu'une bonne pratique. Ça doit être une règle sur laquelle on doit absolument pas transiger. Il ne faut surtout pas récupérer un logiciel en dehors du site de l'éditeur. Tout simplement, pour une raison très simple, il faut se mettre à la place de la personne qui a mis à votre disposition ce logiciel sur le site en question. Lui aussi, il a des frais. Et donc, s'il a des frais, c'est forcément qu'il doit avoir un retour sur investissement. Et généralement, les sites pirates ou les sites parallèles qui permettent de récupérer des logiciels qui sont normalement payants, mais qui les proposent gratuitement, ils le font en échange d'autre chose. On retrouve par exemple des sites qui vont installer sur votre ordinateur des virus, des adware. Adware, simplement des diffuseurs de publicité. Donc, il peut y avoir énormément en fait, de choses qui peuvent passer au travers de des plateformes qui ne sont pas liées aux éditeurs. Définir et faire appliquer une politique de mise à jour régulière par le service informatique ou par l'utilisateur. L'idéal reste quand même que ce soit centralisé par le service informatique. Quand est-ce que je mets une mise à jour de Windows? Quand vais-je mettre une mise à jour de Google Chrome? Ce qui va être fondamental également dans cette démarche-là, c'est lorsque vous faites l'acquisition d'un nouveau logiciel, il faut également impérativement prévoir avec votre fournisseur quelles sont les modalités dès lors qu'il va y avoir une mise à jour, par exemple, de Windows ou de Chrome. Parce que si ce n'est pas prévu, soit il peut vous dire tout simplement qu'il n'a pas travaillé dessus et que pour l'instant, il n'a rien à vous proposer. Bon, ça, c'est vraiment dans le pire des cas, mais c'est suffisamment rare. En général, il va plutôt vous demander une rétribution où il va simplement vous facturer la mise à jour du logiciel. Mais ça, c'est vraiment très important de le prendre en compte. Organiser la veille des évolutions et mises à jour. Un petit peu comme on retrouve de la veille juridique, il doit y avoir également une veille informatique. Une veille tout simplement pour être informé soit des grandes vulnérabilités qui sont diffusées à travers le monde, soit des mises à jour des différents logiciels que l'on peut avoir. Exemple d'une société, ce qui est arrivé à une société en Guadeloupe, il y a eu donc une diffusion mondiale d'une vulnérabilité sur un logiciel Windows, sur Windows. Cette société-là ne faisait pas de veille. Ce qu'il s'est passé tout simplement, une semaine après, cette société a été piratée exactement par cette vulnérabilité-là. Et ça a engendré énormément de dégâts au sein de la société. Donc, ce que j'indiquais en lien avec le premier point, c'est qu'il faut tester les mises à jour, notamment dans une entreprise, simplement pour vérifier que tout fonctionne correctement après. Ça paraît évident, surtout lorsque l'on est plus orienté métier que du service informatique, mais c'est un travail qui
qui peut être, qui n'est pas anodin, et qui n'est vraiment pas anodin que de tester en fait les effets de bord liés à une mise à jour. Y a-t-il des questions? Très bien. L'autre point, c'est la maîtrise des prestataires. Pour différentes raisons, on se retrouve de plus en plus de nos jours à externaliser, notamment externaliser des logiciels en faisant appel à des solutions, ce que l'on appelle en SaaS. Ça veut dire que le logiciel n'est pas hébergé dans votre entreprise, n'est pas hébergé dans votre salle informatique, mais il est simplement hébergé directement chez l'éditeur. C'est effectivement, et là, on va se retrouver extrêmement dépendant de notre prestataire. Ce qui est arrivé effectivement à un prestataire de service, il a été la cible de pirates informatiques, les attaquants provoquent l'interruption des services ainsi que celle des clients. Elle engendre jusqu'à 3 semaines de fermeture de magasins physiques. Ça, c'est 2021. Donc, bien sûr, interruption, ça a engendré une interruption des activités avec des fermetures de magasins, perte de chiffre d'affaires, perte de réputation, notamment pour la société informatique, et surcoût lié à la réponse à incident et à la reconstruction de l'infrastructure informatique. Il faut savoir qu'il existe maintenant des abonnements à des services de réponse à incident. L'objectif est simple, c'est d'anticiper le moment où vous aurez un problème lié à une attaque et d'avoir des équipes qui soient prêtes à intervenir. Ça veut dire que cette équipe connaît déjà votre infrastructure. Si vous avez un problème, elle est prête à intervenir, aussi bien pour reconstruire votre système d'information que vous assurer que les attaquants ne sont plus présents, mais également comprendre ce qui s'est passé. Donc la première chose par rapport au prestataire, c'est de formaliser les relations avec son fournisseur ou son sous-traitant au travers d'un contrat, en fixant les responsabilités de chacun. Ça paraît évident quand on le dit, mais dès lors que vous avez un prestataire, pour essayer effectivement de voir dans vos contrats qui est responsable si le prestataire se fait pirater. Qui est responsable si vous faites voler des données et qu'elles sont diffusées dans les médias à cause de ce prestataire? Que se passe-t-il si vous avez une rupture du contrat avec ce prestataire? Que se passe-t-il pour vos données? Ce qu'on appelle le sort des données. Que se passe-t-il si vous avez un audit ou vous devez répondre à un audit par un client et que vous devez faire appel à votre prestataire? Est-ce qu'il va vous facturer ou pas? Voici l'ensemble des questions qui doivent être, et bien d'autres encore, voici l'ensemble des questions qui doivent être portées là-dessus. Sur ce type de bonne pratique-là, je renverrai justement sur un Canva c'est un début, hein, mais c'est un Canva déjà, c'est un modèle de la CNIL qui a été mis à disposition sur les clauses qui sont intégrées justement dans un contrat. Mais bien sûr, la CNIL, elle, se penche essentiellement sur la protection des données, mais ils ne vont pas couvrir la partie purement cybersécurité. Un exemple et un point également qui est à intégrer, que l'on conseille nécessairement d'intégrer, même si vous ne l'utilisez pas, c'est systématiquement d'intégrer dans vos contrats une clause d'audit, c'est-à-dire avoir la possibilité d'auditer votre prestataire. Après, les conditions seront à définir, mais il faut absolument avoir cette possibilité-là. Dès lors qu'il y a un audit, il faut également cadrer les termes ou les modalités de prise en compte du résultat de l'audit. C'est-à-dire que si vous faites un audit et que vous vous rendez compte que ce prestataire présente des failles importantes ou plus ou moins importantes, il faut définir maintenant donc, comment ça se passait, notamment financièrement et également en termes d'échéancier, la prise en compte de ces vulnérabilités. Et si vous êtes soumis à un contrôle de commissaire aux comptes, les commissaires aux comptes prennent en compte de plus en plus dans leur audit ces éléments relatifs à la cybersécurité. Définir des objectifs qualité. Exemple, j'ai pris 4 exemples
durée d'intervention maximum acceptable, d'interruption maximale acceptable. Ça veut dire que suite à un incident, on parle uniquement des incidents, mais pas des événements programmés. Pendant combien de temps le service va être indisponible? La perte de données maximum acceptable. Le service doit faire face à une interruption, à une indisponibilité liée à une attaque. Combien de temps de travail vous allez perdre? Ça va avoir un impact direct, tout simplement sur la périodicité et la récurrence des sauvegardes que vous allez faire. J'ai été effectivement, par exemple, confronté à une structure très très sensible en Guadeloupe qui a décidé, par exemple, de faire son plan de reprise d'activité. Donc, en discutant avec les informaticiens, ces derniers m'indiquent qu'ils font des sauvegardes quotidiennes. Pour la sécurité, il n'y a absolument aucun problème. Mais dès lors que l'on a commencé à travailler avec le métier et qu'on leur demande combien de temps de travail est-il admissible de perdre pour vous, au regard de la sensibilité de leur activité, de la vie de personnes qui pourraient être mises en œuvre et également du chiffre d'affaires qui pourrait être impacté, il a été défini qu'il n'était pas acceptable de perdre plus de 2 heures de travail. Conséquence, a été mis en face de la direction, justement, le delta qu'il y avait entre ce qui était prévu, c'est-à-dire actuellement mis en œuvre en cas d'incident, c'était une journée de travail qui était perdue, et les 2 heures qui étaient exigées au regard des enjeux, et bien, ça a tout simplement permis de rééquilibrer les moyens mis à la disposition de l'informatique, également de reconfigurer les services informatiques et les moyens informatiques de façon cohérente avec les objectifs poursuivis par l'entreprise. La dernière bonne pratique, c'est de définir également des pénalités en cas de non-respect des engagements. Ça, pour l'instant, à ma connaissance de ce que j'ai pu voir en Guadeloupe, je connais que 2 ou 3 sociétés, et encore ce sont des très grosses sociétés qui ont plutôt une empreinte nationale, qui l'ont mise en place. Mais c'est très rare, mais c'était quelque chose, mais c'est vraiment une bonne pratique. Déjà, ça permet également d'encourager vos prestataires à respecter leur engagement et à s'engager également dans un cercle vertueux pour pouvoir respecter ces différents engagements. Y a-t-il des questions sur ce use case lié à la maîtrise des prestataires? Très bien. Je vais passer donc au 5e point, au 5e use case, qui est lié au smartphone et à l'usage des moyens personnels. On peut avoir l'impression que ce sont deux sujets qui pourraient être traités complètement différents, qui pourraient être complètement dissociés. Parce qu'un smartphone n'est pas forcément un moyen personnel, ça peut être également celui de l'entreprise. En tout état de cause, dans l'exemple la situation à laquelle nous avons été confrontés l'année dernière, un agent immobilier en Guadeloupe perd l'ensemble de ses données, des données de son smartphone, suite à l'installation d'une application depuis une plateforme de téléchargement gratuit, différente de celle de l'éditeur du logiciel. Le smartphone personnel n'était pourvu d'aucun outil de sécurité. Bon, là, très clairement, on additionne un petit peu les problèmes ou les vulnérabilités et les failles. L'une des analyses, par exemple, qui a été faite souvent on me pose la question, qu'est-ce que l'on préfère en matière de sécurité entre iPhone et Android? Je dirais tout dépend de vos moyens. L'avantage d'Android, c'est que c'est une plateforme qui est beaucoup plus souple qu'iPhone. L'inconvénient d'Android, c'est qu'il est très aisé de pouvoir installer des applications depuis des plateformes pirates ou depuis des sites quelconques. En revanche, dès lors que l'on a des moyens adéquats, on peut vraiment maîtriser complètement sa structure, sa flotte de téléphones mobiles.
En tout état de cause, pour cette agence immobilière, perte des contacts clients, diffusion des contacts clients sur des plateformes de mailing pirates, diffusion de virus à l'ensemble des contacts, perte de réputation, puisque forcément le mailing, il est également adressé au nom de la société immobilière. Et l'autre point, ce n'est pas ce que ça engendrait, mais c'est plutôt en fait dans les bonnes pratiques, pardon, je vais le modifier, une coquille. La bonne pratique, la première bonne pratique, mais qui a un coût qui peut être simplement mutualisé, donc c'est pour ça maintenant que c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Le MDM, qu'est-ce que c'est? Lorsque vous avez une flotte de téléphones mobiles, par rapport aux structures qu'il y a en Guadeloupe, je sais qu'il y a des entreprises, notamment des grosses entreprises qui le mettent en place. Ça va vous permettre simplement de maîtriser votre flotte mobile et de contrôler, par exemple, si vous avez la perte d'un téléphone mobile, de pouvoir, même à distance, supprimer l'ensemble des données qui sont sur le téléphone mobile. Ça permet également de créer des bulles sécurisées sur votre téléphone mobile. Ça vous permet de contrôler les applications qui sont installées sur votre téléphone mobile, sur les téléphones mobiles de votre flotte. De façon générale, maintenant, dans les bonnes pratiques, c'est interdire l'installation d'applications depuis des plateformes exotiques. Ça paraît évident, mais quand je parle de l'interdire, c'est notamment de l'interdire au travers de la charte d'utilisation des ressources informatiques de votre structure. Ça va être fondamental, notamment dès lors qu'il peut y avoir une implication, ou disons comme ça, un recours juridique suite à un licenciement. Configurer un mot de passe au terminal en plus du code PIN de la puce. Et de préférence pas le même. Effectuer des sauvegardes régulières de votre mobile. Ne pas enregistrer son mot de passe dans le mobile. Et bien sûr, tester les mises à jour avant de les installer. Si la gestion de la faute n'est pas centralisée, tester les mises à jour devient juste impossible. Parce qu'il est très compliqué de demander à un utilisateur de pouvoir tester les mises à jour. Y a-t-il des questions sur cette partie? Très bien. Bonjour. Par rapport à l'application WhatsApp, Oui. est-ce que du coup, est-ce que c'est un outil, une application qu'on peut utiliser en toute sécurité ou bien il faut passer par Teams ou des applications de chat propres à l'entreprise? Pour les échanges professionnels, il est préférable de passer par des applications de type Teams, très clairement. Je vais prendre un exemple dans le domaine de la santé. Des médecins qui veulent échanger concernant un patient, le médecin demande à sa secrétaire d'envoyer les résultats à son confrère qui est sur un autre territoire, il l'envoie par WhatsApp. La secrétaire l'envoie ensuite au téléphone à ce dernier pour confirmer la réception. Le médecin a dit qu'il n'a rien reçu. Elle recommande jusqu'à 3-4 reprises et le médecin ne reçoit toujours pas. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que le compte WhatsApp a été usurpé, puisque ça peut également s'usurper des comptes WhatsApp. Et donc, les données de santé se sont retrouvées en fait dans la nature. Par ailleurs, en fonction de votre activité, WhatsApp, ce n'est absolument pas une messagerie professionnelle, très simplement. Maintenant, dans ce qui peut exister, même dans les CGU, si c'est par exemple pour communiquer avec des clients, il existe d'autres plateformes. D'ailleurs, il y a maintenant 2-3 mois, il y a eu un buzz énorme lorsque WhatsApp a annoncé qu'ils allaient transmettre l'ensemble des données à Facebook. Ça a fait un buzz énorme. Et il y a une vague de départ d'utilisateurs de WhatsApp, notamment vers la solution qui s'appelle Signal. Donc, il existe également Signal. L'avantage de WhatsApp, c'est qu'ils sont extrêmement bien
bien implanté. Et c'est surtout ça, en fait, la difficulté. Ça répond à votre question? Oui, merci. Et l'autre point, mais qui n'est pas des moindres, c'est que échanger des données personnelles sur WhatsApp peut être reproché par la réglementation, au regard de la réglementation actuelle. Le phishing ou l'hameçonnage, je voulais justement terminer sur cet exemple-là, sur ce cas-là. Donc ça, c'est simplement, c'est souvent utilisé pour des tentatives d'escroquerie. Ah, pardon. Il y a une autre question juste avant. Comment, excusez-moi. Très bien. Alors, bonjour. Comment protéger son compte professionnel Instagram? La porte d'entrée à Instagram, ça reste toujours votre messagerie. En fait, ça revient ça sur l'exemple que j'ai, sur le premier cas que j'avais présenté. On vous entend plus, Monsieur Pradel. Excusez-moi. Ça va être tout simplement de sécuriser l'accès à sa messagerie. Et pour sécuriser l'accès à sa messagerie, il faut vraiment maîtriser sa messagerie. Donc moi, ce que je conseille là-dessus, c'est déjà que votre compte Instagram soit lié à un compte professionnel. Ça va vraiment être essentiel. Parce que ça va tout simplement permettre de pouvoir maîtriser l'accès à sa messagerie. Ensuite, Instagram permet également d'activer, tout comme Facebook. Instagram, je crois que ça appartient à Facebook de mémoire. Ils permettent également d'activer des fonctionnalités pour vous informer dès lors qu'il y a une personne qui se connecte à votre compte. Vous recevez un message, un mail, pour vous indiquer que quelqu'un s'est connecté à votre compte. Vous avez également la possibilité, ça, de le faire pour vraiment plusieurs autres applications. Même Gmail permet de le faire, Facebook permet de le faire, de prévenir dès lors que quelqu'un se connecte à votre compte. Donc, je vais terminer par le phishing ou l'hameçonnage, puisque c'est vraiment quelque chose de très répandu. C'est tout simplement le mail qui va copier la communication d'une autre entreprise. Ça peut être une communication d'EDF, de votre banque, de n'importe quelle. En général, ce sont des grandes structures que l'on va imiter. Par exemple, de votre fournisseur d'accès Internet, OVH. Et donc, dans le cas que je vais vous présenter, c'est un collaborateur qui reçoit le mail d'un prestataire souhaitant modifier son RIB au travers d'une plateforme Internet accessible depuis un lien fourni dans le corps du mail. Donc là, il y a beaucoup de choses qui s'additionnent. Volontairement, je n'ai pas pris la copie d'écran de ce cas-là, tout simplement pour préserver l'anonymat du client. En tout état de cause, le piratage a engendré une usurpation d'identité parce qu'il s'est avéré que le lien en question n'avait rien à voir avec la société, n'avait rien à voir avec le prestataire, mais renvoyait en fait vers un site pirate qui collectait tout simplement des données, et notamment les RIB s'il pouvait, et les comptes d'accès. Donc, modification du RIB de facturation. Ça, c'est un cas que j'ai rencontré également dans une autre structure dans l'Hexagone. Une personne malveillante a contacté une grande entreprise pour faire et a usurpé en fait l'identité d'un prestataire de cette grande entreprise en lui demandant de modifier son RIB. Donc, en ayant une copie de la facture, donc en demandant de modifier le RIB. Donc, la grande société s'est exécutée, a modifié le RIB et a fait le virement. Sauf que comme c'était une usurpation d'identité, le prestataire légitime, à un moment, s'est retourné vers la société pour lui demander quand est-ce qu'ils allaient être réglés. Et la grande société là s'est rendu compte que, en fait, elle s'est rendu compte simplement de l'escroquerie. Donc, ce qui est important là-dessus, c'est effectivement d'avoir des procédures claires, de ne pas céder à l'urgence, puisque très souvent, les personnes qui organisent de telles escroqueries
veulent mettre une certaine pression pour que les personnes qu'ils ont, les interlocuteurs qu'ils ont, n'aient pas le temps de réfléchir. Donc, perte de trésorerie. J'ai volontairement mis de trésorerie et pas de chiffre d'affaires. Perte de réputation, puisque cela s'est su, du moins, au moins pour la personne qui a été flouée. Donc, dans les bonnes pratiques, c'est sensibiliser le personnel, les collaborateurs, vérifier les éléments de contact, avoir des procédures, de véritables procédures pour vérifier les demandes de modification d'informations sensibles. Ne pas utiliser, ça c'est fondamental, ne pas utiliser de lien depuis un mail suspect. C'est une bonne pratique, c'est un conseil qui est applicable aussi bien au niveau professionnel que personnel. Si je reçois un mail de ma banque avec un lien, je n'ai pas besoin d'utiliser ce lien-là. J'utilise plutôt, je me connecte directement sur le site de ma banque avec le lien que j'ai l'habitude d'utiliser. Définir de procédures pour les modifications d'informations sensibles, c'est ce que j'avais indiqué. Maintenant, je vais vous juste montrer excusez. Un exemple justement de mail pirate. Donc l'exemple que je prends, c'est chez OVH. Donc là, ça c'est un mail légitime d'OVH. Donc comme vous pouvez le voir, en 1, vous avez effectivement le nom du support @OVH. Et ce qui est fondamental, c'est ce qui apparaît ici. C'est @ovh.com. Ici, dans le lien pour la consultation, dans le site internet sur lequel vous êtes renvoyé, vous voyez effectivement que c'est marqué www.ovh.com. Donc c'est vraiment celui de la société qui est repris. Maintenant, dans un mail pirate, qu'est-ce qui se passe? Du moins dans une tentative de phishing, d'hameçonnage. Première chose, c'est que dans le mail, le nom de domaine, ce n'est pas OVH qui apparaît. Pourquoi? Tout simplement parce que pour faire apparaître ovh.com, il faut réussir directement à pirater les serveurs mail d'OVH. Il faut faire attention, par contre, il peut arriver de temps en temps que, à lieu d'avoir OVH, vous pouvez avoir par exemple OUH. Et là, c'est juste une lettre qui change, mais ce n'est toujours pas OVH. Donc, ce qui est vraiment important, c'est de voir ce qui apparaît après le arrobas. Bon, là, OVH a été un petit peu optimiste en indiquant que le mail a été reconnu comme spam. Ça, c'est pas forcément obligatoire. Maintenant, il y a le lien qui est ici. Il faut faire attention également aux liens qui sont donnés. Tout simplement parce que l'on peut vous faire apparaître un lien comme ça avec le nom qui apparaît là. Mais lorsque vous cliquez, ça vous renvoie ailleurs. C'est-à-dire que pour connaître le véritable site sur lequel ça va vous renvoyer, normalement, il faut faire clic droit, copier du lien, copie du lien. Et là, vous voyez vraiment l'adresse apparaître. Et l'adresse, elle est encadrée en orange ici. Vous voyez que c'est plus du tout comme à côté où c'est marqué www.ovh.com. Là, on arrive sur du bit.do, le site du pirate. Et dès lors que vous arrivez sur cette page-là, il est très aisé de copier un site. Hein. Vous allez arriver sur une page qui ressemble trait pour trait au site légitime d'OVH. Et ça ne sera absolument pas la structure qui sera derrière. Et toutes les informations que vous entrerez vous seront juste volées. À savoir également que des fois, l'objectif des pirates, c'est pas forcément de voler une information, mais simplement de savoir si l'adresse mail l'adresse mail qu'ils ont récupérée, donc la vôtre, est-ce que c'est une adresse mail valide ou pas? Si elle est valide, eh bien, ils peuvent la vendre. C'était le dernier point que je souhaitais aborder justement dans cette sensibilisation sur les bonnes pratiques liées à la cybersécurité. Si vous avez des questions, c'est avec plaisir et en tout état de cause, je vous remercie
pour votre attention et votre disponibilité. Alors vous nous avez rajouté des liens donc, hein, sur des fiches pratiques, Monsieur Pradel, Tout à fait. qui permettront de poursuivre si jamais certains le souhaitent. Alors je ne sais pas si vous avez été extrêmement clair, hein, donc c'était très précis, très clair et très concret. Je pense que c'est sans doute ce qui explique qu'il n'y a pas trop de questions parce que ça m'a semblé limpide. Malgré tout, ce serait dommage de partir avec des questions rentrées si jamais il en reste. Mais je vois que c'est plutôt des merci. Donc ça confirme ce que je pensais, c'est qu'effectivement c'était extrêmement clair. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, je surveille. N'hésitez pas sinon à ouvrir vos micros. Hein. Oui. Ok. Donc voilà, vous pouvez ouvrir vos micros si vous souhaitez peut-être dire 2 mots. Bon. Si je peux me permettre juste un point, la difficulté qu'il y a sur la question de la sécurité, c'est que la sécurité est un sujet vraiment stratégique et d'expertise. Il est des fois compliqué, et c'est ce qui est intéressant, c'était d'ailleurs une information qui a été, c'était pas là, je vais vraiment citer, c'est un directeur d'établissement de santé qui était intervenu dans l'un des congrès, qui indiquait qu'il a été surpris justement de voir que son responsable informatique lui indiquait qu'il n'était pas formé justement aux questions de sécurité. La sécurité, c'est une question vraiment d'expertise. Et l'un des problèmes que l'on a sur nos territoires, c'est que, au regard de la taille des fois des entreprises, elles n'ont pas tous les moyens financiers de pouvoir financer tous ces aspects-là. Donc, ce qui va être important, effectivement, c'est de pouvoir s'organiser pour cela, de mutualiser, de faire appel, de se renseigner auprès des structures, de récupérer effectivement des guides, parce que ça ne sert à rien, il n'est pas forcément nécessaire toujours de réinventer la poudre. Si vous me permettez cette expression. Très bien. Bah, écoutez, je pense qu'il n'y a pas plus de questions, donc on va s'arrêter là. Merci à tous pour votre participation ce matin. Un grand merci à Monsieur Pradel parce que vraiment le niveau et la qualité de la présentation était excellent et c'était très très clair et très précis. Et puis n'hésitez pas à utiliser les liens qui vous seront communiqués puisque la présentation bien sûr vous sera envoyée de façon. Oui. Alors, juste une dernière chose, on a enregistré le webinaire, donc nous attendons de voir ce que ça donne et en fonction, nous vous en ferons part. Très bien.